Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair. Bonsoir, c'est l'heure de prendre de la hauteur avec celles et ceux qui vont au bout d'eux-mêmes. C'est Excellent sur Sud Radio et c'est la toute dernière de la saison 6. Aujourd'hui, nous prenons la route du Sud et de l'excellence culturelle avec une plongée dans l'un des festivals les plus emblématiques de l'été français. Le Festival de Ramatuelle, synonyme d'exigence et d'amour du théâtre pour sa 41e édition. À partir du 29 juillet, ça sera jusqu'au 12 août. C'est bien ça les dates, Jacqueline Franjou? C'est bien ça, bonjour. Bonjour. Ce festival, c'est une histoire de fidélité, de passion, portée par vous, donc une femme dont l'énergie et la vision ont permis à cet événement de rester unique, profondément humain aussi. Eh bien, bienvenue, Jacqueline Franjou. Je rappelle que vous êtes présidente du Festival de Ramatuelle. Merci beaucoup, je suis très heureuse d'être aussi avec Christophe Barbier que je vais annoncer. Et voilà, si le Festival de Ramatuelle, c'est accueillir les grands noms de la scène, notre deuxième invité en est une belle illustration. Christophe Barbier, il est journaliste, vous le connaissez, l'éditorialiste, mais il est aussi ancien directeur de l'Express, infatigable amoureux du verbe, et puis comédien et auteur. Vous signez cette saison Christophe Offenbach et les Trois Empereurs. C'est une fantaisie musicale inspirée d'un épisode historique. Alors c'est plein de malice, c'est plein de champagne, il paraît aussi. Christophe, vous y campez Jacques Offenbach lui-même, et c'est le 30 juillet à Ramatuelle. Bienvenue sur Sud Radio. Merci Judith, merci. On est très heureux et très honorés d'aller à Ramatuelle. Voilà, c'est un vrai plaisir. Et vous qui êtes à l'écoute, évidemment, vous le savez, c'est excellent. Bienvenue chez vous. Alors Jacqueline Franjou, alors déjà je voudrais dire que vous êtes venue avec un très beau livre que je recommande qui s'appelle Ramatuelle, un théâtre né sous les étoiles. C'est sorti au Cherche Midi et l'idée c'est de raconter le festival, j'imagine, depuis ses origines, puisque je viens de l'avoir en main ce livre, Jacqueline. Je me suis trouvée coincée avec bonheur à Ramatuelle au moment du Covid. Et puis, j'ai eu peur que mon disque dur s'abîme un peu. Et j'ai voulu conserver dans ce livre la mémoire, quelques moments de mémoire, puisque Jean-Claude Brialy n'était plus là, le maire de Ramatuelle non plus, et Anne-Philippe n'était non plus. On était 4 chevalier au départ, et là j'étais plus que toute seule, et je me suis dit, mon Dieu, si j'oublie quelque chose, il vaut mieux que je m'installe tranquillement pendant le Covid et que je laisse ma plume aller avec quelques superbes photos qui sont des photos de Micheline Pelletier-Decaux et également de mon directeur artistique. Je confirme, c'est un très beau livre. Alors juste pour que les auditeurs et les auditrices connaissent, pour ceux qui ne savent pas, le Festival de Ramatuelle, c'est donc ce rendez-vous incontournable du théâtre. Il célèbre cette année sa 41e édition. C'est une aventure artistique qui est née en 1985, avec vous, Jacqueline Franjou, et puis Jean-Claude Brialy, d'ailleurs. Au départ, c'était un hommage à Gérard Philippe, aussi. Est-ce que sa vision du théâtre, de l'engagement, d'ailleurs de ces deux personnes importantes, vous guide encore aujourd'hui, bien sûr, on imagine? Alors, me guide encore de deux manières. J'ai vu jouer Gérard Philippe au théâtre, je devais avoir 12 ans. Et Jean-Claude Brialy, j'ai vécu avec lui à Ramatuelle pendant 23 ans, donc il ne me quitte pas. Même il habitait à la maison, le matin au petit déjeuner, je me dis toujours, mon Dieu, qu'est-ce qu'il va penser? Est-ce qu'il est d'accord avec moi? Est-ce qu'il va pas me faire une critique? Parce que Jean-Claude était très sincère, très ironique, et donc voilà. Je crois que l'état d'esprit est là. D'abord, le théâtre pour moi, ça n'est pas mon métier du tout. J'ai vécu que dans l'entreprise. Et pourtant, mais comme DRH, où mon dernier poste c'était le Davos des femmes, où j'étais directeur général, pour moi, le théâtre, la musique et la peinture et l'opéra représentent un lien social. J'ai vécu à travers des entreprises. J'étais à un moment donné chez Maeva, par exemple, numéro 2 de Maeva, quand je me suis rendu compte que le théâtre aidait les gens à s'exprimer, et même dans des moments durs de grève et de rencontres avec les syndicats, ça permettait aux gens de s'exprimer. Il y a d'ailleurs eu des pièces de théâtre qui s'appelaient les DRH, à un moment donné, je me souviens plus qui a écrit cette pièce, mais c'est un lien social formidable. Et ça vous permet, je veux dire, d'apprendre aux gens à s'exprimer, à discuter et à avoir moins peur. Bien sûr, la culture, ça fait ça. J'ai envie de dire, c'est un peu l'ADN, pardonnez-moi, j'aime pas ce mot, mais du festival lui-même aussi. Alors, il y a Michel Boujna qui est à la direction du théâtre, il y a Jean-Michel Duez qui est aux commandes des Nuits Classiques. Vous restez évidemment fidèle à la grande musique classique, mais vous proposez aussi des lectures audacieuses. Il y a Carmen, par exemple, en version urbaine. C'est ça l'esprit aussi du festival. C'est ça aussi l'esprit. Ouais. La culture, c'est ça et ça. Ouais. Comme disait Churchill. C'est pas un seul truc. Ouais. C'est sûr. C'est quoi le fil rouge de cette 41e édition? Alors, racontez-nous un peu. Alors, il y a un premier fil rouge que j'ai demandé d'ailleurs à Christophe en face, parce que
Nous avons la justice, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, et le théâtre la justice, c'est quelque chose aussi de tout à fait passionnant. Et l'écriture et la manière dont Christophe perçoit tout ça m'intéressait beaucoup, parce qu'il n'y a parfois pas beaucoup de différences. Et nous accueillons Éric Dupond-Moretti. Oui. Et Pauvre Bitos, la pièce d'Anouilh, qui est une pièce, je dirais, dîner de con entre avocats, ou ce manque de ce pauvre Bitos. Donc la justice, et puis on est à une période aussi, la justice c'est quelque chose d'important, ouais. Et que le théâtre peut peut-être aider à mieux comprendre certaines choses, et à cesser non pas à cesser, mais à comprendre comment la justice fonctionne et comment le théâtre peut aider dans certains cas aussi. Alors vous nous avez parlé de Christophe ici présent, on va y revenir, hein, puis évidemment d'Éric Dupond-Moretti, mais il y a aussi Nathalie Dessay, il y a Stéphane Fraisse, il y a Alex Lutz, il y a Danny Boone. C'est des artistes qui ont tous des univers très très différents. Comment vous opérez vos choix chaque année? Est-ce qu'on vient vous voir? Est-ce que c'est vous par amitié, par envie? Comment ça se passe? Alors moi, je considère tout le monde de la même manière, parce que quand on est président d'une oui, on imagine fondation, que c'est pas toujours simple. Non pas qu'on aime tout le monde, mais on n'a pas des petites préférences. Parler à tout le monde. Voilà. On parle à tout le monde. Beaucoup demandent à venir jouer, je dirais 50%. Et pour les autres, nous les sollicitons, parce que j'avais envie, par exemple, de recevoir Danny Boone, parce que je suis fondatrice de la Maison Raymond DeVos, et que Danny Boone incarne DeVos, donc j'avais très très envie de recevoir Danny Boone. Et on remettra d'ailleurs ce soir-là un prix à Nicole Ferroni, qui a obtenu le prix de la langue française, quelque chose qui m'intéresse beaucoup et pour lequel je me bats. L'importance des mots. Et puis l'importance des mots. Et la deuxième chose, je crois que la pièce sur le cercle des poètes disparus est quelque chose de très intéressant et lié à l'éducation, qui est aussi quelque chose de fondamental dans le théâtre. Je trouve qu'on est un petit peu en panne dans le système éducatif. Pas qu'un peu, a priori. Pour dire, par exemple, Raymond DeVos est enseigné en langue française dans les CM1 et dans les CM2. Ouais. Je trouve que les programmes d'histoire sont minimalistes dans le secondaire. Et je remarque que ça déséquilibre beaucoup les jeunes parce qu'ils n'ont pas de mémoire d'un passé qui nous est absolument nécessaire. Ils n'ont pas les fondations. Ils n'ont pas les fondations pour ça. Donc, dès que cette pièce est formidable, le cercle des poètes disparus, c'est une pièce remarquable. Le metteur en scène sera là d'ailleurs, et je dois le voir lundi parce que je trouve qu'il a réalisé quelque chose de formidable. Il y a aussi Delphine Depardieu qui vient avec les liaisons dangereuses. Delphine Depardieu, tout le monde pense que j'ai reçu ici, qui est génial. Alors, incroyable. Delphine Depardieu a reçu un brigadier, elle a aussi un Molière. Le brigadier, oui, bien sûr. Mais il faut s'imaginer que les gens ont une certaine réticence pour les liaisons dangereuses, parce qu'ils pensent que c'est quelque chose peut-être de très coquin, et de très pornographique, ou je ne sais quoi, mais il y a une espèce de réticence. Et il faut dire que je voudrais vraiment rendre hommage à Arnaud Denis, qui a fait cette adaptation magnifique des liaisons dangereuses. Qui est absolument incroyable. Ouais. Et qui est absolument incroyable. C'est une pièce qu'on n'oublie pas. On ne peut pas oublier cette pièce du tout. Et c'est une pièce qui arrive à prendre autant de place que John Malkovich et la marquise de Merteuil, jouée par Glenn Close dans le film qui était dans les années 80, vous savez, qui est sorti. Alors, moi, je compare pas ce genre de choses. Non, mais moi, j'ai réussi à... Parce qu'en fait, c'était ça dans mon cœur, moi, les liaisons dangereuses. Donc, tout d'un coup, j'ai trouvé un truc qui a pris un peu de place. Je les lisais en secret quand j'avais 14 ans, on a sous ma couverture, parce que mes parents m'interdisaient de faire ce genre de lecture. Mais c'est pas du tout ça. Non. C'est pas du tout ça. Non, mais c'est intéressant parce que c'est une incarnation. C'est quelque chose de formidable. Alors justement, vous, avec Christophe ici présent, il y a cette soirée Offenbach et les Trois Empereurs, c'est le 30 juillet. Alors Christophe, vous avez écrit ce texte, vous jouez dedans, vous mettez en scène aussi. C'est un choix original, ça vous va bien aussi. J'ai envie de dire de l'audace, toujours de l'audace. Oui, il faut en avoir.
Offenbach en avait beaucoup plus que moi. Offenbach était un formidable compositeur audacieux où il essayait de réinventer en permanence la musique, emprunter à ceci, emprunter à cela, bousculer les dogmes. Il faisait des acrobaties avec son violoncelle quand il était instrumentiste. Enfin, il était vraiment l'homme de l'audace, le compositeur de l'audace. Et puis audacieux comme homme d'affaires. Créé d'abord les Bouffes parisiens d'été sur les Champs-Élysées, une baraque en bois pour l'exposition universelle de 1855, et ensuite les Bouffes parisiens d'hiver qui existent toujours, qui sont toujours là sous le double parrainage d'Offenbach et de Jean-Claude Brialy. Donc là, il y a un lien évident. Et donc, il a eu cette audace-là, Offenbach, et puis il a eu une audace aussi d'être un Prussien qui venait travailler à Paris, qui incarnait la fête parisienne, l'audace aussi d'être aux côtés du pouvoir napoléonien, mais tout en étant dans la recherche de l'incarnation de l'époque. Et l'époque, c'était le progrès technique, c'était la fête, c'était la joie, c'était un développement économique majeur pour la France, le Paris haussmannien qui se construisait. Et ça, c'est l'audace d'Offenbach. Ça l'a pas empêché de subir des échecs, de faire des faillites, mais de toujours rebondir. Et je trouvais ça assez exemplaire, avec cette idée que de toute façon, quels que soient les heurts et les malheurs de l'époque, il faut garder la légèreté. La frivolité. Le monde continuera sans nous, et donc faut pas s'apitoyer sur notre propre sort. Reprenons une coupe de champagne et tout ira mieux. Et c'est ça finalement le message d'Offenbach qui parle assez à notre époque aujourd'hui. On dirait que c'est de la résilience aujourd'hui. Oui, c'est ça. D'ailleurs nous on le voit avec les spectateurs qui viennent nous voir. Ils viennent y chercher cette piqûre de joie de vivre au milieu d'un océan de nouvelles anxiogènes et plutôt de pensées suicidaires. Donc Offenbach, c'est le vaccin anti-suicide. Jacqueline Franjou, justement, racontait l'audace de cette époque-là, de cette époque industrielle où tout était exaltant, etc. Raconter cette histoire, c'est aussi raconter l'histoire, comme vous le disiez tout à l'heure, la transmettre, quoi. Alors, l'histoire, la mémoire et la transmission sont deux choses qui m'importent au quotidien. Sinon, je n'aurais pas fait ce festival, mais depuis toujours, ça m'intéresse. Moi, je suis quelqu'un qui est né aux États-Unis, à Alton, dans la ville de Miles Davis, parce que mon père a fait 9 années de guerre pour délivrer l'Europe à l'époque, et je suis né là-bas, et il est revenu après. Donc je suis une petite émigrée. Je suis peut-être issue, j'ai dit ça un jour dans un dîner, ça a choqué tout le monde, je suis peut-être issue, quelques années auparavant, d'un brigand et d'une femme légère. Pourquoi ça a choqué tout le monde? On adore. Vous dites ça dans un dîner très mondain, ça choque un peu les gens quand même. Mais c'est ça qui est sympathique aussi, Jacqueline. C'est choqué un peu, non? Oui, choqué, oui, mais je crois que j'ai gardé ça, c'est ma petite fibre américaine, même si aujourd'hui je supporte très mal ce qui se passe, mais d'aller toujours de l'avant, parce que quand vous avez une passion, une idée en tête, et que surtout vous avez autour de vous des gens légers qui disent on va faire un truc avec toi, on a vraiment tellement envie de le faire. Et c'est ça qu'il faut donner à la jeunesse qui parfois est triste parce qu'ils savent pas où aller, ils savent pas quel travail, ils savent pas à quoi s'accrocher. Mais il faut avoir, comme tu le dis, cette légèreté de vivre et envie de rire. Et surtout, et c'est ce qui me frappe dans tout ce que fait Christophe, c'est aimer les autres et participer à ça. C'est quelque chose de tellement essentiel. Parlons vrai sur Sud Radio, on le fait d'ailleurs avec la présidente du festival de Ramatuelle, Jacqueline Franjou, et puis le journaliste, éditorialiste, auteur, comédien, je l'ai bien descendu, il y en a des titres. Christophe Barbier, nous revenons à vos côtés après une courte pause. Et décidément, vous partez pas trop loin. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Vous écoutez cet excellent votre shot d'inspiration du dimanche soir avec ceux qui osent tout, d'ailleurs, pour réussir sur Sud Radio, avec la présidente du festival de Ramatuelle, Jacqueline Franjou, qui a lieu d'ailleurs le festival du 29 juillet au 12 août. Et puis on est avec le journaliste, éditorialiste, auteur et comédien Christophe Barbier, qui est à l'affiche le 30 juillet du 10 festival avec Offenbach et les 3 empereurs. D'ailleurs, on écoute un court extrait.
Offenbach et les Trois Empereurs, c'est un spectacle écrit et mis en scène par Christophe Barbier. Juste à écouter comme ça, alors je dis quand même que vous êtes avec Pauline Courtin qui est soprano, et puis vous-même Christophe, et puis Vadim Cher qui est au piano. À écouter comme ça s'amuse sur scène, on a le sourire, c'est excellent. Mais ça c'est déjà le premier truc, quoi. Bien sûr, c'est la première chose. Ça ne peut pas ne pas entraîner le public, Offenbach. C'est construit un peu comme Feydeau pour emmener les gens dans une mécanique folle. Que ce soit dans la vie parisienne qu'on vient d'entendre ou dans d'autres œuvres, c'est toujours la même chose. On ne peut pas résister. Il y a une ivresse intrinsèque à cet art-là. Parce qu'il ne se prend pas au sérieux, parce qu'il cherche l'émotion à travers ce qui est au fond de nous, en fait. C'est-à-dire le principe vital. Et ça, c'est vraiment la force Et c'est comme ça que vous l'avez écrit dans le même rythme, en fait. Oui, j'ai cherché ça, ce rythme-là, en ayant deux autres contraintes. D'abord, raconter quand même la vie d'Offenbach, parce que c'est plusieurs décennies, raconter ce couple incroyable qu'il forme avec Hortense Schneider, et qui est la grande cantatrice offenbachienne, celle qui va créer la Belle Hélène et des tas d'autres rôles, elle est là du début à la fin de l'aventure, et sans elle, il n'aurait pas eu la même résonance. Pour donner sa place à la dame en question. Exactement. C'est important. C'est d'ailleurs presque Offenbach et les Trois Empereurs, on aurait dû l'intituler Hortense et les deux barbus, parce qu'en fait, il y a deux barbus dans sa vie, il y a Offenbach, et puis il y a le tsar de Russie. Et ça, c'était aussi ma volonté, c'était d'ancrer Offenbach dans son époque politique, et ce dîner des Trois Empereurs, il a vraiment existé. Le fameux 7 juin 1867, le tsar, le futur Kaiser, le futur empereur d'Allemagne, et Napoléon III sont à Paris, exposition universelle, fête, dîner au café anglais. C'est un peu un épisode étrange aussi, parce que d'abord c'est un épisode historique qui est très méconnu, que vous mélangez avec cette fantaisie musicale. Il y a de l'histoire, il y a de l'opéra bouffe, il y a de l'ironie. Racontez-nous un petit pitch quand même de ce moment incroyable. Ce soir-là, il y a la rencontre des Trois Empereurs lors d'un dîner. Ça a vraiment existé. Ce que j'ai inventé, c'est que Offenbach y est convoqué pour égayer la soirée avec des extraits de son œuvre. Donc il convoque des chanteurs pour répéter. Il y en a qu'une qui vient, c'est Hortense Schneider. Ils vont essayer de bricoler un spectacle. Ah, il y a un pianiste qui arrive, ça tombe bien. C'est pas un pianiste, c'est le tsar de Russie. Il est venu en avance, il admire Offenbach, il joue du piano, il va les aider aussi. Et il y a évidemment beaucoup de rebondissements. Donc j'ai greffé cela, mais le dîner, il a vraiment eu lieu. La Prusse vient de battre l'Autriche l'année précédente. L'Empire d'Allemagne est en train de se construire. L'Empire français est en train de décliner, Napoléon III est enlisé au Mexique. Dans 3 ans, il va perdre la guerre de 1870. On est dans un moment entre les derniers feux du rayonnement impérial français et les premiers feux de la guerre qui s'annoncent. Donc c'est un moment où l'Europe doit choisir son destin. Hélas, ça résonne, j'ai envie de dire, ça résonne aujourd'hui. En ce moment particulièrement. Là. Quand notre tsar de Russie parle de la Crimée dans la pièce, je peux vous dire qu'évidemment, ça a un effet à la fois comique et ironique par rapport à notre époque. Bien sûr. Alors, vous qui êtes connu pour vos éditos politiques au couteau, Christophe Barbier, c'est encore une autre manière de faire de la scène politique, mais cette fois-ci avec un piano et une soprano, j'ai envie de dire. Exactement. Je ne quitte pas mon métier de journaliste politique parce que c'est une sorte de reportage sur cette période impériale où les Français avaient élu un jeune président de moins de 40 ans, ça nous rappelle quelqu'un, sauf qu'en 1851, le jeune président, il a fait un coup d'État pour pas perdre le pouvoir, il est devenu empereur. Pour l'instant, on échappe à ça. A priori, on n'en prend pas le chemin. On a les mêmes angoisses. Où passe notre croissance économique, comment assurer le progrès social, et comment faire de la France la grande puissance qu'elle a envie d'être. Ces angoisses-là, elles étaient dans les années 1860. Maintenant, c'est ça qu'on se pose. On a aujourd'hui cette angoisse du déclin. À l'époque, il y avait quand même cette idée que on se poussait du col et que ça allait mal finir. D'ailleurs, ça a mal fini en 1870, mais on s'en est relevé. Donc, faut garder espoir dans le futur. Offenbach est là pour nous dire que ce n'est jamais fini. Ça, c'est une bonne nouvelle. Comment on dirige une soprano, un pianiste et soi-même, dans plus avec de la musique? Donc, vous avez créé une partition commune? D'abord, les musiciens, il faut les écouter. Moi, j'avais monté un spectacle avec eux deux avant sur Mozart. Donc, je commençaient à mieux comprendre leur manière de fonctionner. Donc je leur ai demandé de me faire un squelette musical. Qu'est-ce que Pauline avait envie de chanter comme air d'Offenbach? Elle a chanté à l'opéra Eurydice, elle a chanté Pomme d'Api, elle avait donc un parcours dans Offenbach et elle m'a construit un chemin musical. Le pianiste aussi m'a dit, mais Offenbach, ce n'est pas que l'opérette, il y a aussi des valses, il y a aussi de l'écriture, c'est une manière de révolutionner la composition, de composer tout au piano, puis après d'arranger. Et donc il m'a apporté cet apport-là. Et en écoutant leur volonté musicale, je n'ai plus qu'à mettre dessus mon histoire. La vie d'Offenbach, mais surtout cette ambiance politique. Et après, on a beaucoup travaillé en plateau. C'est-à-dire que plus encore que pour du théâtre classique, quand on fait du théâtre musical, c'est de la scène, l'épreuve du plateau, l'épreuve de la répétition est rédhibitoire. Si ça coince, si ça passe pas, si ça traîne, faut couper, faut changer. Il n'y a pas de possibilité de se dire, allez, on va faire les 15 premières, puis ça retrouvera son rythme. Non, le rythme, il est dans le tempo de la musique, donc si on l'a pas dans le texte à l'unisson, faut changer le texte très vite. Alors
Alors Offenbach, c'est la satire, c'est la fête, mais c'est aussi la subversion, mais alors avec élégance. Hein. Moi, j'ai envie de dire, ça manque aujourd'hui, cette élégance. Ça manque un petit peu. Il n'y a pas de méchanceté chez Offenbach. Il y a beaucoup d'ironie, beaucoup de moquerie. Il se moque de tout le monde. Hein. Oui. Il se moque de Wagner. Il était dans un grand litige avec Wagner. Il se moque des politiques. Quand il écrit La Grande Duchesse de Gerolstein, il se moque de l'armée. Il se moque de la famille impériale. Il parodie. Il a copié beaucoup de ses rivaux musiciens, comme Massenet, qui lui pardonnaient parce qu'il n'y avait pas d'esprit de méchanceté chez Molière. Il y avait cet esprit d'autodérision. Quel que soit le génie des artistes ou des politiques, quelle que soit leur grandeur, allez, on va tous se retrouver au cimetière à un moment donné, c'est pas la peine de s'apesantir. Et cette leçon de vie, elle était toujours bon enfant. Il y a quelque chose de bon enfant toujours chez Offenbach. Alors vous, qui êtes passionné, on l'a dit, d'histoire de théâtre et de politique, qu'est-ce que vous voulez nous transmettre en fait? Est-ce que c'est un peu une leçon? Est-ce que c'est une échappée? Est-ce que c'est... Voilà, comment vous définiriez ce que vous avez envie de nous donner en fait? Ce n'est pas une leçon, c'est quelque part quand même un petit miroir que nous tend le 19e siècle, dans lequel, derrière les rouflaquettes d'Offenbach, on voit notre visage à nous, de ce 21e siècle. Nos rouflaquettes à nous, ouais. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, on exagère nos angoisses et notre impression que tout va à volo et qu'on est dans un déclin rédhibitoire. Pourquoi, à votre avis? On l'exagère parce que, avec l'amplification des réseaux sociaux, de l'opinion publique. Oui, parce que c'est confortable aussi, c'est non? très confortable de s'installer dans un désespoir collectivement partagé. On oublie qu'on est déjà passé par des périodes terribles dans notre histoire et qu'il y a quelque chose en France qui s'appelle l'étincelle qui ne s'éteint jamais. Dans Orphée et aux Enfers, il y a un personnage inventé par Offenbach qui s'appelle l'opinion publique. Alors il reprend le chœur antique, mais il le transforme et il l'appelle opinion publique, à une époque où les sondages n'existent pas. Et il nous envoie ce message au XXIe siècle. Bien sûr, l'opinion, c'est important. 75% des Français disent ceci, 53% pensent cela. Mais c'est pas la fin des fins. L'opinion, elle change. Et donc, nous sommes tous capables de faire changer l'opinion des autres en apportant notre petite étincelle. Alors Jacqueline Franjou, quand on écoute Christophe Barbier parler, alors il y a cette évidence de volonté de transmission qui vous anime aussi, mais il y a aussi cette insolence, quoi, cette audace pour revenir dessus. Mais c'est de l'insolence aussi, un spectacle comme celui-là, pour venir piquer les gens un peu aujourd'hui et justement les sortir de ce confort. Hein. Mais je crois qu'il faut que les gens s'installent dans un univers un petit peu de rêve. On a besoin de rêver, parce que si on arrête de rêver, on a quand même les Français sont critiques, pessimistes, et il y a peut-être de quoi. Mais de créer un espace comme ça, dans ce théâtre à Ramatuelle, où l'on peut rêver, être attentif à quelque chose, s'évader. C'est important de s'évader, je veux dire, pour garder... être sain d'esprit aussi, et développer son sens critique pour d'autres choses. Donc la volonté Offenbach, moi j'adore Offenbach, en plus je suis très très honorée et flattée que Christophe vienne. C'est vous qui l'avez contacté ? On veut savoir comment ça s'est passé maintenant. Je l'ai contacté très humblement, je l'ai contacté, et aussi pour qu'il vienne signer ses ouvrages un petit peu après. J'ai contacté parce que les bouffes parisiens, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Par Offenbach, par Guitry aussi, bien sûr, par Jean-Claude, mais parce que ce que j'aime bien aussi, quand on parle de vie, il faut faire vivre les théâtres. Je le disais il y a quelque temps au Théâtre Marigny, qui est un très très grand théâtre. Très beau il y a eu une très grande patronne de théâtre qui habite à Ramatuelle, qui s'appelait Madame Volterra, qui était propriétaire des champs de course. Et le théâtre vivait grâce aux champs de course à l'époque. Et elle s'est installée à Ramatuelle, elle a eu Marigny. Tout le monde oublie qui est Madame Volterra. Son mari avait été maire de Saint-Tropez, par exemple. Les femmes sont souvent oubliées, si je peux me permettre. Et elle a fini sa vie dans le château Volterra avec sa caissière, parce qu'elle disait au théâtre, ce qui est important, c'est la caisse. Ne l'oubliez jamais. Et c'est la première personne qui m'a appris à... Elle me dit, vous ne savez rien, ma petite, au théâtre. Vous êtes dans la vie industrielle. Je vais vous apprendre à faire une salle. Si vous la ratez... Vous avez gardé la caisse ou pas ? J'ai distribué la caisse. Non, ce que je veux dire, ce qui est important, c'est, j'adhère tout à fait à tout ce que dit Christophe, c'est qu'on a besoin aujourd'hui, oui, c'est dramatique, oui, c'est horrible, c'est franchement horrible. Mais si la culture on est un grand pays culturel. Ouais. Je souffre tous les jours parce que j'ai des copains en Iran, des copains iraniens. J'ai vu une dame hier au téléphone qui a été une grande patronne d'entreprise ici, qui est iranienne, et qui me disait, quand tu penses que tu bouges un petit doigt, on pend les gens à des grues en ce moment, tu magnifies, on les tue, etc. Alors que l'Iran a été... C'est un grand pays de culture. J'ai passé dans ma vie, à un moment donné, 6 mois à Bassora, en Irak. Donc, c'est-à-dire que je passais
en Iran, je m'occupais d'un centre de formation à Bassora. Bassora, c'est vraiment pas très agréable à vivre. Mais quand on voit cette culture iranienne, c'est formidable. Moi, j'ai parcouru la Syrie. Quand je vois que les choses ont été détruites, ça me rend malade. Donc, quand on a conçu ce théâtre à Ramatuelle, qui ressemble un tout petit peu au théâtre d'Épidore, pour sentir que les gens soient enveloppés comme ça, pour se permettre de s'évader et de rêver. Un théâtre sous les étoiles, je vous le rappelle, chères auditrices, chers auditeurs, c'est le livre de Jacqueline Franjou, un très très beau livre qui raconte ce festival incroyable et qui est sorti au Cherche Midi. C'est vraiment excellent, on va se retrouver. J'aime beaucoup Jacqueline. Christophe a invité au spectacle Léo Vermeau des Roches, qui est un jeune ténor. Et c'est très très important parce que c'est très rare que des artistes ou des gens de théâtre invitent une première partie, c'est compliqué, mais en plus insèrent cette première partie dans le spectacle d'Offenbach. Génial, on va pouvoir continuer à en parler tout de suite, puisque c'est excellent. On va se retrouver juste après la pause avec Jacqueline Franjou, qui est présidente du Festival Ramatuelle. Christophe Barbier, que vous connaissez, éditorialiste, journaliste, auteur et comédien. À tout de suite. Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair. Bienvenue dans cet excellent, votre rendez-vous du dimanche soir sur Sud Radio avec celles et ceux qui tracent leur voie. Vous êtes en compagnie ce soir de Jacqueline Franjou, présidente du Festival de Ramatuelle qui se tiendra cette année du 29 juillet au 12 août. Et puis Christophe Barbier, journaliste, éditorialiste, auteur et comédien, qui sera sur scène le 30 juillet avec son spectacle Offenbach et les Trois Empereurs. Alors Jacqueline Franjou, vous avez vu défiler des générations d'artistes, de spectateurs, de tendances. Qu'est-ce qui a changé, le plus changé, dans la manière de faire vivre un festival aujourd'hui en 2025 ? En écoutant les artistes, en écoutant ceux qui sont venus jouer, quand Michel Bouquet, qui est un homme que j'adorais, qui a joué une pièce de théâtre à Ramatuelle, le problème de Ramatuelle, parfois, c'est la météo. Ah oui, donc parce que vous êtes forcément un théâtre à ciel ouvert. C'était la pièce de théâtre À tort et à raison, qui est une pièce magnifique. Là aussi, la musique, Furtwängler. Exactement. Et tout à coup, je vous passe le texte, l'histoire du texte, etc. Et tout à coup, Mistral, épouvantable, mauvais temps, et le décor est par terre. Oh là là. Rien en miettes. Donc nous allons penaud, Michel et moi, voir Michel et lui dire écoute, on a un petit problème, il n'y a plus de décor. Ah, dit-il, je vais enfin jouer dans Berlin détruite. Et ça, c'est la magie à la fois de Ramatuelle et aussi la magie du théâtre. Et je veux dire, quand Juliette Gréco, qui est pour moi comme une deuxième mère, qui a décidé de faire construire, c'est la seule artiste en France que je connaisse en tous les cas, qui a décidé de faire construire sa maison à Ramatuelle, elle avait abandonné Saint-Tropez, pour que ce soit l'architecte du théâtre qui construit sa maison. Car elle voulait y finir sa vie. Et elle est partie à Ramatuelle, définitivement. Mais comme quoi, c'est une ville où vous avez vos fantômes. Il y a des choses, et elle disait, ce théâtre, il a toujours existé. Il est né ici et il doit sortir de terre. Il est sorti de terre. Christophe Barbier, vous avez joué en uniforme d'empereur, en dandy du 19e, en avocat. Vous en avez fait des rôles. Oui, beaucoup. Quel costume, si vous deviez choisir, lequel vous a donné le plus de plaisir ? Celui qui m'a changé le plus profondément, avec lequel je vis encore quasiment tous les jours, j'y pense, c'est Georges Mandel. Oui, pour quelle raison ? Un homme politique, là aussi, un martyr, qui avait été le plus proche de Clémenceau, qui avait un bout de carrière avant la guerre, un ministre des PTT qui a inventé à la radio le théâtre radiophonique, avec sa compagne qui était Béatrice Bréty, et puis qui fait le mauvais choix, plutôt partir en Afrique du Nord que partir à Londres. À Londres, je passerai pour un juif qui a quitté son pays, je reste en France, je pars en Afrique du Nord. Il se fait arrêter par Vichy, puis par les Allemands. 4 ans de détention. Il finit tout près de Buchenwald et il est renvoyé en France pour être fusillé parce que les résistants ont abattu Philippe Henriot, le ministre de l'Information. La milice veut des otages pour se venger. Il y a Blum et Mandel qui sont là en Allemagne. Ils les réclament. L'Allemagne renvoie Mandel. Il est fusillé dans la forêt de Fontainebleau. Et ça, jouer un tel personnage, ce destin, ce martyr, cette puissance de réflexion sur la France, cette tragédie du parcours personnel, ça m'a marqué profondément. Comment vous allez chercher la personne qui, du coup, doit traverser les décennies, à travers vous ?
C'est là où le metteur en scène est très précieux. Jouer et mettre en scène Offenbach, c'est une pièce de la légèreté, de la frivolité, du bonheur. Ça va, je peux faire les deux. Quand j'ai joué Mandel, qui est sans doute ce que notre nation fait de mieux, ou Paul Morand, qui lui a été un grand écrivain, peut-être le meilleur styliste du XXe siècle, mais un affreux collaborateur. Là, j'ai besoin d'un metteur en scène, d'un obstétricien, d'un accoucheur, de quelqu'un qui me dit voilà comment on va le construire ce personnage, voilà comment tu vas donner vie à ce personnage qui est en toi et que tu ne connais pas. Là, je ne peux pas le faire tout seul. Et vraiment, là, le metteur en scène, on s'y accroche comme à Dieu le Père. Je ne sais pas s'il a reçu votre message, mais en tant que journaliste politique, vous en avez croisé des présidents, des ministres, des personnalités, etc. On a envie de savoir, quand la salle s'éteint et que le rideau se lève, est-ce que vous avez le trac? Oui. Est-ce que vous avez autant le trac, par exemple, quand vous interviewez un grand président que quand vous... J'ai beaucoup plus de trac au théâtre. Beaucoup plus de trac au théâtre parce que nos métiers journalistiques, que l'on reçoive un président ou voilà, bon, c'est parfois impressionnant, il faut être concentré. On a du stress, mais le stress, c'est pas le trac. Et la différence, c'est que dans nos métiers, il n'y a pas le public. Là, devant nous, vivants. C'est 100, 200, 500, 1000 silhouettes devant lesquelles on va se produire. Et on parle à des machines, des micros, des caméras, ça n'a rien à voir. Donc il peut y avoir beaucoup de stress dans notre métier, vous le savez. On peut être parfois en eau parce qu'on est vraiment stressé, mais le trac, c'est autre chose. Et tout ce qui change dans un cas comme dans l'autre, finalement, c'est quand même la concentration, quoi. Oui, il faut avoir la concentration. On n'est rien sans la concentration. Il faut savoir s'abandonner aussi au théâtre. Qu'à un moment, on fasse confiance à son corps, pas trop s'écouter, pas trop vouloir tout maîtriser. Il faut être maître de sa partition. Il faut laisser une liberté à cette chose en vous qui s'appelle acteur et qui va jouer à travers vous. Finalement, c'est le plus difficile, ça. C'est le plus difficile. Et d'ailleurs, souvent, c'est au bout de plusieurs dizaines de représentations qu'on atteint ce moment. On atteint ce moment où vous êtes joué par quelqu'un dans votre corps qui est le comédien et qui s'est emparé, et ça sort de vous, vous n'y pensez plus. Vous n'avez plus à le penser, à le préméditer. Ça se fait. C'est là qu'on reconnaît, qu'on différencie les bons et les mauvais acteurs, a priori. Exactement. Voilà. Qu'est-ce qui fait la différence entre Michel Bouquet et moi? C'est que moi, je dois énormément travailler pour des quelques millisecondes parfois où j'ai l'impression de vivre ça. Michel Bouquet, il l'était. Il l'était. Et moi, je l'ai beaucoup vu aussi. Il faisait que ça, en même temps, j'ai envie de dire. Certes, mais non, je pense que c'est parce qu'il avait ça en lui qu'il ne pouvait faire que ça. Je pense qu'il ne pouvait faire que ça, Michel Bouquet. Parce que quand on a ça, quand on a une nature de comédien, on ne peut pas se tuer tous les matins pour faire autre chose. Moi, je construis un parcours de comédien, des travaux de metteur en scène, mais je n'ai pas cette... Vous disiez ADN tout à l'heure. Je n'ai pas ce que Michel Bouquet avait. J'en suis heureux d'ailleurs, ça m'a permis d'avoir plusieurs vies professionnelles, plusieurs expériences. Ça ne m'empêche pas de faire du théâtre. Mais faire du théâtre ou être l'acteur comme Michel Bouquet, c'est autre chose, c'est tout. Peut-être dans une autre vie pour moi. Jacqueline, vous avez envie de réagir? Non, mais j'aime beaucoup ça me donnera l'occasion de discuter avec Christophe de Mandel, parce que moi je suis une grande admiratrice de Mandel. Un peu pour ce que vous venez de dire. Mais... Non, Michel Bouquet m'a dit un jour une phrase, il me dit, tu sais, j'ai mis 20 ans pour comprendre l'avare. Il l'a joué combien de fois? Oh, des centaines. Et ça, c'est quelque chose, c'est au-delà des mots, au-delà du personnage, essayer de revenir des années en arrière et pourquoi Molière a créé ce personnage, et qu'est-ce qu'il y avait, qu'est-ce qu'il a dit ou pas dit, ou qu'est-ce qu'il a caché, et sur quoi voulait-il revenir, et pourquoi l'a-t-il présenté comme ça. Michel était quelqu'un qui doutait en permanence. Et ce qui faisait sa grande sensibilité. Et c'est ce qui faisait sa grande sensibilité. Il est mort très malheureux. Parce que, vous savez, au théâtre, quand vous devenez très âgé, que vous avez toujours envie de jouer, ou que la mémoire, parfois, vous échappe. La mémoire flanche. Eh bien, les compagnies d'assurance ne vous assurent plus. Donc, le dernier spectacle de Michel Bouquet, où il devait venir à Ramatuelle, d'ailleurs, avec bonheur, eh bien, les assureurs n'ont pas voulu payer et assurer l'assurance. Bien qu'on leur ait dit, écoutez, nous, vous inquiétez pas, on s'occupe de Michel Bouquet, on s'occupe de Coudou. Ainsi que de Juliette, qui a été sa merveilleuse compagne. Jacqueline Franjou, est-ce que vous vous souvenez la toute première fois que vous avez été bouleversée par un spectacle? Oui. C'est laquelle? Racontez. Alors, il y a 2 spectacles qui m'ont bouleversée. L'un spectacle, c'est quand Marie-Paul Bell a chanté cette chanson sur les camps de concentration, où 10 personnes se sont levées dans la salle. Ils étaient dans les wagons. Et ça, je dois dire que ça m'a terriblement bouleversée.
Et le deuxième spectacle qui m'a bouleversée, c'était les... j'ai un trou de mémoire, ça m'arrive, mais c'était les lettres de... Ça, c'est très mauvais ce que je fais là en ce moment, pas grave, mais ça va me pas revenir. Ces lettres d'amour où chacun avait vécu une histoire à travers ces lettres-là. Et ces deux spectacles m'ont vraiment bouleversée, oui. Et ça vous a donné envie ou vous étiez déjà dedans? Dans le théâtre, j'ai envie de dire. Ah, j'étais déjà dans le théâtre. Ouais. Alors tous les deux, vous avez un rapport fort au passé, on l'a dit. Bon, on va le redire peut-être, mais d'une autre manière. L'idée, c'est d'éclairer le présent. C'était Anouk Aimée et Bruno Kremer. Ah bah voilà, Love Letters. Merci beaucoup. Love Letters. Love Letters, c'est magnifique. Chacun d'entre nous, je pense, ou chacun dans ce théâtre a eu un souvenir, ou triste, ou joyeux. Ou les deux. Ou les deux. Donc, pour en revenir à ma petite question, l'histoire de ce passé, mais de cette histoire, mais de ce passé, même du passé d'il y a 3 mois, on est quand même dans une époque où on avance toujours très très vite en lâchant du lest sur ce qui vient de se passer. Finalement, si on s'y intéressait un peu plus, ça éclairerait notre présent, quoi. Hein, Christophe? Oui, c'est pour ça que moi je suis toujours effrayé et déçu quand je vois des moments importants de notre histoire, de notre actualité, ne pas être pris en compte par le théâtre. Par exemple, l'épidémie de Covid. Il y a eu très peu de choses. C'est vrai. Ça a été un moment quand même fondamental, une brisure dans un destin collectif. On pensait que des dizaines de pièces de théâtre auraient pu être écrites sur le milieu médical, sur le milieu politique, sur les vaccins. Il y a eu très peu de choses. Comme si on voulait tourner la page et passer à autre chose pour que ça ne revienne pas. C'est un traumatisme qui fait que... oui, mais si on n'écrit pas sur les traumatismes, ils reviendront. Ouais. Et donc, il faut se dire... Je m'arrête et avec une plume d'auteur de théâtre, j'invente quelque chose, une fiction, mais qui va servir à porter cette mémoire. C'est votre prochaine pièce, Christophe? J'ai écrit une pièce avec Philippe Tesson. On avait monté le théâtre de l'épidémie dans la foulée. Ouais. Mais voilà, maintenant, c'est presque trop tard. Il ne s'agit pas de faire une pièce archivistique maintenant. Autant faire une pièce sur Napoléon dans ce cas-là. Mais au moment où on vit les faits, les transformer en pièce de théâtre ou en film, c'est important. C'est important. Ça marque le temps. Ça marque le temps. Jacqueline On a Franjou. joué à Ramatuelle. Oui. C'était compliqué. D'abord. Comment vous avez fait? D'abord, on s'adresse à la préfecture qui vous dit écoutez, on est en pleine épidémie, vous avez 100 personnes avec des masques, 100 personnes dans le théâtre. 100 personnes dans un théâtre qui dure 12 jours, par jour, vous imaginez qu'on prend un bouillon, on commence à prendre un bouillon. Donc tous les jours, c'était 10 de plus, 20 de plus. Jusqu'à ce que j'arrive au mois de juillet, on m'a dit vous avez 700. Bravo. Vous avez tenu le coup. C'est pas ça. Bravo aux artistes. Le premier qui a dit oui, c'est Berléand. Qui est quand même un traqueux fondamental. C'est vrai. Mais extrêmement sympathique, on l'aime bien. Il est venu. Ils sont tous venus. Mais c'était aussi quelque chose d'important parce qu'il touchait un cachet. Que c'était la première fois que les techniciens étaient payés. Et donc, on était tous masqués. Et ce qui est très curieux, c'est que l'année d'avant, on avait joué Le Malade imaginaire avec Michel Bouquet. Sans masque. Et que sur scène, ils étaient tous masqués. Et là, ça a été l'inverse. Les spectateurs masqués, c'est une photo incroyable. Incroyable. Allez, on parle vrai sur Sud Radio. Vous l'aurez compris, c'est excellent. On est avec la présidente du Festival de Ramatuelle, Jacqueline Franjou. Et puis le journaliste, éditorialiste, auteur, comédien, Christophe Barbier. Eh bien, restez avec nous parce que dans pas longtemps, c'est la fin de l'émission et c'est le petit portrait chinois qui arrive. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Vous êtes bien sur Sud Radio et nous aussi, c'est excellent comme chaque dimanche. Ce soir, pour encore quelques instants, vous êtes avec Jacqueline Franjou, qui est présidente du Festival de Ramatuelle. C'est du 29 juillet au 12 août. Et puis Christophe Barbier, journaliste, éditorialiste, auteur et comédien, qui jouera le 30 juillet dans Offenbach et les 3 Empereurs. Pièce que vous avez écrite et mise en scène, Christophe. Alors, quelques instants, je le disais, je vous le disais, mes chers invités, c'est pour vous embêter un peu avec mes portraits chinois sur mesure. Est-ce que vous êtes prêts ? Allons-y. Allez, c'est parti. On essaye de pas trop réfléchir pour la réponse, d'accord ? Jacqueline Franjou, si votre vie était une pièce de théâtre, qu'est-ce que ça serait ? Pas trop réfléchir. Il ne faut pas réfléchir. Les précieuses ridicules. Ah, pourquoi ? De Molière, je le précise. Les précieuses ridicules en homme. Et pas en femme. Bonne idée. Très bonne idée. Christophe Barbier, si vous étiez un accessoire de scène.
Je serai le brigadier, vous savez, celui avec lequel on frappe les 3 coups. Le fameux prix du brigadier dont on parlait tout à l'heure. Alors, aussi. le prix du brigadier, je ne saurais concourir, mais j'ai l'honneur d'être membre du jury. C'est un moment très important de notre profession, parce que c'est vraiment la reconnaissance intérieure. Mais le brigadier lui-même, l'objet... Pourquoi d'ailleurs? Parce que c'est celui qui lance le spectacle, ces fameux 3 coups, un pour les cintres du haut, un pour les cintres du dessous, un pour le plateau. C'est aussi le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ces 3 coups qu'on oublie maintenant, on le fait pratiquement plus dans les théâtres. C'est très beau. Et puis l'objet, j'ai tout un passage dans mon spectacle Le Tour du théâtre en 80 minutes sur le brigadier. Petit roi couronné au chef saint de velours rouge, chevalier de la coulisse avec son aume clouté. Le brigadier, c'est l'objet fétiche de la scène. Bah, vous donnez envie en tout cas. Jacqueline Franjou, si vous pouviez dîner avec un artiste disparu, il y en a quelques-uns, hein. Si vous pouviez choisir comme ça. Disparu récemment, il y a longtemps. Comme vous voulez. Réfléchissez pas trop, Jacqueline. Villon. Pourquoi? François Villon. Pourquoi François Villon? Incroyable, François Villon. Parce que j'adore les textes de François Villon. Je trouve que... Faut dire quand même aux auditeurs qui c'est. Ah oui, ça remonte à quelques siècles. Mais François Villon, parce qu'il a écrit des poètes extrêmement réalistes, et que son écriture était très belle, et que c'est un homme qui a eu une vie très très dure, et qu'il a réussi comme chantre à se promener dans une misère assez incroyable. On ne sait même pas comment il est mort d'ailleurs. Et on ne sait même pas comment il est mort. Vous auriez envie de savoir. Vous lui poseriez la question? J'inviterais peut-être à dîner chez moi. Qu'est-ce que vous lui feriez comme plat, tiens? Comme plat? Ouais. Alors j'adore la cuisine, donc je pourrais lui faire, je sais pas, un cuisseau de chevreuil par exemple. Il aimerait ça, oui. Il faut que ça cuise au moins 7 heures. Ah, pas forcément. Non, c'est vrai. Bon, j'y connais rien, j'ai bien moi. Si vous étiez une chanson, Christophe Barbier? Les Passantes de Georges Brassens. Georges Brassens, inspiré par un poète d'ailleurs, que Brassens a retrouvé tardivement. C'est une chanson absolument formidable. Je veux dédier ce poème à toutes les femmes qu'on aime pendant quelques instants secrets, à celles qu'on connaît à peine, qu'un destin différent entraîne et qu'on ne retrouve jamais. Quel plaisir cette émission, j'adore. Jacqueline Franjou, si Ramatuelle était un tableau, qu'est-ce que ça serait comme tableau? Un tableau. Vous réfléchissez trop, Jacqueline. Je réfléchis trop. Certainement un impressionniste. Ouais. Un petit Van Gogh, pour être facile, ou un Monet, peut-être plutôt. Je pense plutôt à Monet, parce que, en raison des fleurs, en raison aussi des arbres, j'ai essayé de faire, et j'ai du mal à le faire, autour du théâtre. Et quelques artistes ont planté des oliviers, comme signe de la paix. Dont Gaston Deffer, dont son épouse, dont Juliette Gréco, dont Jean-Claude Brialy. Alors la mairie est un petit peu difficile à convaincre, mais j'aimerais bien que chaque artiste plante un olivier, symbole de la paix. Allez, on s'en fait 2 rapides parce qu'on n'a plus de temps maintenant. Christophe Barbier, si la politique était un genre théâtral? Ça serait une tragicomédie. Oui. Parce qu'il y a les deux dedans. Et puis dans les meilleurs jours, ça serait une comédie héroïque, comme le Cid, vous voyez. Il y a tout cela. Mais ça ne serait pas un vaudeville. Non, il faut être un peu au-dessus. Allez, pour terminer avec vous, Jacqueline Franjou, si vous étiez un super pouvoir, si vous pouviez, je sais pas, traverser les murailles. Si je pouvais traverser la muraille? Non, un super pouvoir, celui que vous voulez. Oh, mais j'organiserai avec une baguette magique la paix partout. Bah voilà. C'est notre bonne fée à tous. Ben bien sûr. Allez, merci. Vous restez encore avec nous, c'est l'heure de notre chronique. Parlons de vous, c'est parti. Sud Radio, parlons de vous. Judith Belair. Bienvenue dans Parlons de vous sur Sud Radio. Aujourd'hui, on s'invite à Livry-Gargan. C'est une ville aux 1000 visages. On est avec son maire, d'ailleurs, Pierre-Yves Martin, qui est le maire d'Hiver Droite. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez dans votre population autant des anciennes familles, des nouveaux arrivants, des classes moyennes, des commerçants, des jeunes actifs. Vous aviez commencé à nous dire dans la chronique précédente que justement, ce qui était important, c'était la cohésion. Donc, comment est-ce qu'on fait pour faire vivre ensemble tous ces gens-là, sans qu'il y ait trop d'accros? Alors... En effet, et en tout cas, merci avec plaisir. de cette nouvelle invitation sur Sud Radio. C'est aujourd'hui un concept important. Et la mixité n'est pas seulement un concept, ça doit être aussi une réalité. Et comment pour cela on mène des actions. On mène des actions, c'est vrai, vous l'avez dit, à Livry-Gargan, il y a des personnes qui sont là depuis... de nombreuses générations, il y a des nouvelles familles qui s'y installent pour notamment ce cadre de vie.
il y a des jeunes, voilà, de toutes origines. C'est comment on met en place ce concept-là, on le construit surtout. Comment vous faites pour Et on le construire construit avec les habitants, en mettant notamment en place des actions et des animations qui permettent à ce que les habitants puissent se rassembler. Vous en faites beaucoup d'ailleurs à Livry, hein. Il y a beaucoup je pense que c'est important que les habitants puissent se rassembler, se retrouver, et ce qui apporte aussi une richesse, d'une part. Et puis d'autre part, c'est aussi différentes actions qui sont menées avec notamment des maisons de quartier, un tissu associatif aussi qui est très riche et à laquelle la ville soutient fortement ce tissu associatif, permettant aussi de créer vraiment une dynamique et que derrière, les habitants puissent avoir aussi des activités sportives, culturelles au sein de la commune, et puis avoir aussi des médiathèques, un centre culturel et montant un tiers-lieu qui puisse permettre à ce que les habitants puissent se retrouver, quelle que soit leur génération. Des lieux de rencontre, quoi. Alors justement, cette mixité, on en parle beaucoup, mais comment vous faites? Il y a ces événements qui créent des ponts entre les générations et les cultures, mais dans les quartiers, comment ça se passe, par exemple, à Livry-Gargan? Racontez-nous un peu. Dans les quartiers, il n'y a personne qui... moi, je considère qu'il ne doit y avoir aucun quartier qui ne doit être oublié. Et comme je disais tout à l'heure, construire. Il faut construire, et en effet, on doit construire des ponts. On doit construire des ponts entre les habitants. Non pas construire des murs et entre les quartiers, mais permettre à ce que les habitants puissent avoir ces ponts à travers notamment les événements qui ont été évoqués tout à l'heure, mais aussi cette richesse que chaque quartier est écouté, chaque habitant est écouté. Voilà, c'est important, voilà, qu'il y ait cette transversalité, ce pont qui puisse être mis entre les habitants. Et alors, concrètement, je sais que par exemple, vous faites un événement par semaine à la mairie pour rassembler tout le monde en été. Donnez-nous quelques autres exemples d'événements concrets que vous faites pour que les gens puissent se rencontrer. Alors déjà, parlez-nous de celui-là. Par exemple, l'été, on organise des animations sur l'activité sportive, culturelle. Et de la musique. Et avec de la musique, en effet, du sport. Et ça permet vraiment de rassembler les habitants, quelle que soit leur génération. La mamie qui va accompagner ses enfants aux activités sportives, elle peut aussi se poser et boire un verre pendant ce temps-là. C'est vraiment une dynamique qui est réfléchie. De cohésion. De cohésion qui est réfléchie dans ce sens-là. Et je pense que aussi, ce qui est important, c'est que derrière, on soit dans une ville apaisée. Et quand les gens vivent dans une ville apaisée, et ben aussi ça renforce. Ça permet de renforcer aussi ce lien entre les habitants, parce qu'ils ont ce rapprochement et cette identité, cette envie de venir vivre dans la ville, ou de vivre dans cette ville-là, à Livry-Gargan, parce que c'est une ville apaisée. Mais ça passe par le rôle modèle, parce que vous incarnez toutes ces valeurs, Pierre-Yves Martin, finalement. Vous ne sauriez pas faire autrement? Oui, je pense que c'est important comme je dis, je pense qu'il faut être un repère pour les habitants. Et moi, je suis un repère, il y a repère. C'est papa, quoi. Voilà, mais c'est aussi donner un sens aussi à ce qu'on attache en termes de valeurs. Bien sûr. C'est montrer par l'exemple, quoi. Voilà, exactement, montrer par l'exemple, être aussi une personne qui puisse vraiment représenter aussi les valeurs de la République. Moi, je suis attaché à ce que cette cohésion républicaine. Alors, j'ai envie de dire liberté, égalité, fraternité et laïcité, Pierre-Yves Martin. Exactement. À Livry-Gargan, d'ailleurs, on organise chaque année avec l'éducation nationale et notamment une fête de la laïcité 2 fois par an, le 9 décembre, et puis au mois de mai, puisqu'il y a un long travail qui est mené dans les classes, et on arrive à avoir 1500 élèves qui participent à cette journée. Je pense qu'on est aujourd'hui l'une des seules villes du département. Des seules villes à faire ça, mais même je pense pas que ça se fasse tellement à Paris non plus, ou dans d'autres villes de France. Aujourd'hui, ça rassemble vraiment tout le monde, et quand on voit ensuite la fierté des enfants qui sont présents, qui nous interprètent des chansons. C'est ça votre fierté, hein, à vous? Ouais, c'est ça. Une fierté de voir les enfants heureux. Quand on va aller ensuite leur remettre un diplôme pour leur participation à cette journée de laïcité, on les voit encore heureux d'avoir ce souvenir d'avoir fait cette journée, d'avoir chanté, de s'être exprimé sur cette valeur de laïcité.
Finalement, le vivre ensemble, ça se programme pas en 2 mots. Pierre-Yves Martin, ça se cultive, hein. C'est ça que vous faites. Vous avez tout à fait raison, ça se cultive. Et puis, je pense qu'on l'enrichit avec les habitants eux-mêmes. Eh bien, merci beaucoup Pierre-Yves Martin. Je rappelle que vous êtes maire de Livry-Gargandy, vers droite, et vous êtes un maire authentique et engagé pour votre commune. Et ça fait du bien. Merci d'être venu dans Parlons de vous. Jacqueline Franjoum ou Christophe Barbier, merci à tous les deux d'être venus par ici. Merci beaucoup, c'était un grand bonheur. plaisir. C'est un bonheur. Et ce sera un grand bonheur d'être le 30 juillet à Ramatuelle. Voilà. Notre rêve se réalise. Mais moi, mon plus grand bonheur, c'est que Christophe soit heureux à Ramatuelle avec Pauline et avec notre autre camarade. Notre Vadim. Vadim. Le tsar de Russie. Et aussi Léo. Ah, bien sûr. Léo qui sera Voilà. Mais vraiment, venez. Alors, justement, le festival d'Istien, donc le de Ramatuelle, est synonyme d'exigence artistique, attention, hein, et d'amour du théâtre, se tient pour sa 41e édition à partir du 29 juillet, c'est jusqu'au 12 août. Et puis, si vous voulez des informations ou réserver vos places, c'est tout bête, c'est festivalderamatuelle.com. Hein, c'est ça, Jacqueline? C'est ça. Voilà. Offenbach et les 3 empereurs, la fantaisie musicale mise en scène et écrite par Christophe Barbier, avec la soprano Pauline Courtin, le pianiste Vadim Cher, et puis vous-même, Christophe Barbier. C'est le 30 juillet, je vais y arriver. À Ramatuelle, c'est à quelle heure d'ailleurs? C'est en soirée qu'on attend que la nuit tombe. C'est 21h30. Et Christophe dédiquera ses bouquins le lendemain sur la place du marché à Ramatuelle, au café de l'Ormeau. Rendez-vous. Et puis dès le lundi 7 juillet, nous on se retrouve, puisque j'ai le plaisir d'animer les vraies voix de l'été aux côtés de Frédéric Brindel. Et puis les émissions préférées, Parlons Femmes et tout ça, elles continuent dans l'été. Il y a des rediffs. Merci à Anthony qui réalise pour vous aujourd'hui. Merci encore à tous les deux. Merci, Judy. Bisous à tous, c'était excellent. Bye bye.